Cerno, épisode 61. Je suis dans un café près de la gare de Lyon, un café qui s'appelle le Café Populaire. Alors je vous explique. Donc ça fait quelques jours, quelques semaines en fait, que j'essaie de retrouver des descendants d'Alice Partouche Benaïm. Et hier, il y a une auditrice donc, qui est abonnée au Patreon. Et cette auditrice qui s'appelle Céline m'a écrit pour me dire qu'elle avait une amie qui était de la famille d'Alice Partouche Benaïm. Son arrière-petite-nièce, je crois. Elle s'appelle Marion. Et donc elle m'a donné rendez-vous dans ce café près de chez elle, ce matin. Bonjour. Oui. Enchanté. Allez hop. Jean-Thierry Mathurin. Thierry Paulin. La vie, elle est dégueulasse et tout ça, mais bon, c'est des gens qui savent pas vivre, c'est tout. Oui, bien sûr. Pourquoi on tue ? Quelle drôle de question. Les journalistes, ils sont pas avares de conneries, on le sait quand même. Est-ce que je peux entrer ? Non. C'est un pervers. Je fais un podcast. Ben voyons. Il était gentil, mais après il l'est tué. 11 vieilles dames assassinées et toujours la même méthode. Je rentre chez les gens, je vais voir les gens dans la rue. Mais pourquoi? Je trouve que ça dérange. L'être humain, c'est ça. En fait, le monsieur ne fait pas une enquête. C'est un petit documentaire radio. Il était extrêmement jeune, Cet homosexuel branché des nuits parisiennes. mais il était surtout narcissique. Il était dans le narcissisme. Moi c'est Julien. Fou. 3, 2, 1. Vous allez bien ? Ça va? Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Une fracture, une métacarpe. Comment ça s'est passé ? Planche à voile. Ah d'accord. Voilà. Donc vous avez le bras dans une attelle. Ouais, voilà. Bon, ben enchanté. Je suis désolé, du coup, je vous ai contacté hier par mail. Ouais. Ça a dû vous sembler un peu bizarre, non ? Ben non, mais j'avais été prévenue par Céline en fait. Qui est une copine à vous. Voilà, exactement. Bon, bah du coup, oui, alors ça tombe bien parce que ça fait quelques semaines que je... Je vais naturel, hein, je pourrais commander un café et tout ça. Hein. Ah bah oui, non, mais de toute façon, je fais du montage. Ouais, ok, ça marche. Je veux bien un café s'il vous plaît. Et moi, je vais prendre un déca, s'il vous plaît. Oui, donc en fait, ça fait quelques semaines que je recherche des informations sur Alice Partouche Benaïm, et notamment des descendants. Ouais. Alors vous n'êtes pas une descendante, Non. vous êtes l'arrière-petite-nièce. Alors en fait c'est un peu compliqué, c'était la belle-sœur de mon arrière-grand-mère. La belle-sœur de votre arrière-grand-mère. Par alliance, hein, c'est-à-dire que mon arrière-grand-mère a été mariée à un homme dont le frère était le mari d'Alice. Donc du coup pour moi c'est extrêmement lointain, indirect. Je ne fais pas partie de sa descendance. Par contre l'histoire, elle m'a marquée parce que en fait, je ne sais pas si vous savez son origine, mais elle était pied noir d'Algérie. Oui. Voilà. Et donc en fait quand ils sont venus tous s'installer à Paris après l'indépendance, ils sont restés en communauté et donc c'était une amie très proche de mon arrière-grand-mère. Mais très proche, moi à l'époque j'étais petite, donc mais c'est des générations, c'est 4 générations au-dessus, elles avaient 80 ans quand moi j'étais petite, et donc elles sortaient pas de chez elles, etc. Mais je sais que Alice, qu'on appelait Tata Alice, avec toutes les autres tatas qui étaient plus ou moins des cousines ou des elle avait des échanges téléphoniques hebdomadaires avec mon arrière-grand-mère. C'était quelqu'un de proche pour elle en fait. Voilà, donc j'ai vécu par ricochet l'histoire hein, parce qu'en fait, mon arrière-grand-mère c'était une vieille dame à l'époque, elle avait 80 ans. Et elle venait de perdre son amie de façon horrible et elle vivait dans le même quartier, seule. Et donc il y a eu cette période de terreur où on a tous... où moi à l'époque j'avais peur pour mon arrière-grand-mère. Pour moi j'avais forcément fait un parallèle entre les deux. Donc cette tata Alice, j'ai dû la voir une fois dans ma vie, toute petite. Elle était âgée. Je peux pas dire que je la connaissais, quoi. Et même en réinterrogeant ma mère, elle n'a pas l'air de bien la connaître en fait, parce que c'était déjà pour elle une 3e génération. Merci. Merci. Donc après, ce que je sais, c'est que... je sais l'histoire que c'est son fils qui l'a trouvée, qu'elle avait été horriblement torturée. Donc du coup, c'était assez traumatisant. Voilà, je sais qu'elle avait ce fils, une fille qui vit aux États-Unis, mais que, jamais vue, pas connue. Même son fils, en fait, quand j'ai interrogé ma mère, elle le connaît pas. C'est une branche de la famille qui a été coupée pour des raisons
parce qu'ils vivaient plus en Algérie, parce que c'était les anciennes générations qui se côtoyaient et les jeunes générations se côtoient plus. Voilà, après je me dis en creusant, peut-être que je pourrais vous aider à retrouver des personnes plus proches, en sachant que c'est déjà loin, que les générations ont passé, que les gens, beaucoup sont morts en fait, et que peut-être les gens que vous allez pouvoir interroger là, ils sont aujourd'hui âgés, malades. Bon, à voir. En tout cas, j'essaierai de vous aider. Mais c'est gentil, merci beaucoup. C'est important pour moi. Ouais. Quand je vous entends parler, bon, j'ai plein de questions à vous poser encore, mais en fait, je trouve que vous avez l'air très ému d'en parler, quand vous parlez d'Alice. Alors, je sais pas si c'est... Alors, il y a deux choses, en fait. Il y a... moi-même, je dirais qu'il y a trois choses. C'est juste se reporter à un passé qui est quand même très ancien. Donc, moi, ça me ramène à quand j'étais petite. Ça me ramène à l'histoire de ma famille. Et puis, ça me ramène à son histoire à elle, qui a quand même été... même si c'était lointain, moi, j'étais petite. Et je l'ai quand même entendu, cette histoire, à un âge où... je sais que ça m'avait fait peur, en fait. Parce que je pense que j'étais en primaire... que c'est le moment où on commence à être un peu indépendant, rentrer de l'école tout seul, etc. Et j'avais l'impression qu'il y avait du coup une ambiance un peu de terreur dans Paris à cette époque-là. En tout cas, j'imagine que des enfants de mon âge qui n'auraient pas eu quelqu'un de leur famille impliqué n'ont même pas entendu parler de cette histoire à l'époque, ou très vaguement, en passant devant la télévision. Je me rends pas compte de la portée, et en même temps, si, ça a quand même été assez médiatisé, etc. Mais à cet âge-là, on s'intéresse pas à ça, quoi. Alors moi, ça m'avait pas particulièrement intéressée, mais disons que aujourd'hui, j'ai des souvenirs, je sais même pas d'où ils viennent, mais d'avoir entendu des discussions familiales, d'avoir pu entendre qu'elle avait été trouvée par son fils, qui venait déjeuner chez elle comme tous les jours et qui l'avait trouvée. Ça s'était passé très peu de temps avant. Puis je crois qu'elle avait quand même été... j'avais entendu l'histoire de l'acide caustique qu'on lui avait fait boire, étouffé, ligoté de façon très violente. Voilà, c'était quand même très traumatisant, quoi. Alice, vous l'avez rencontrée, vous dites une seule fois ? C'est nébuleuse. Ouais, je me souviens juste qu'à l'époque, parce qu'en fait, si vous voulez, il y avait beaucoup de tatas à l'époque. Il y avait beaucoup de tatas qui, pour moi, étaient des ancêtres. Donc, on est enfant, on voit des femmes âgées. Donc, il y avait les tatas Yvonne, tata Laurette, tata Léa, tata Alice. Et pour moi, il y a un espace. Et autant il y en a qui sont dans la tête et c'est très précis, autant elle. Je crois que j'ai une image, mais je ne sais même pas si c'est la bonne, en fait. Est-ce que vous pouvez me la décrire, cette image ? Oui, alors une dame avec une tête assez ronde et les cheveux en arrière, blancs. Alors je ne sais pas si c'était en chignon et un foulard sur la tête, quoi, voilà. Donc c'est pour ça que je ne vois pas bien ses cheveux. Et des grosses lunettes, vous savez, avec des grosses montures, genre écailles larges, quoi, vous voyez. Et quel genre de caractère ? Alors moi, comme ça, quand elle est évoquée à Tata Alice, elle était très gentille, etc. Enfin voilà, comme... Je pourrais pas vous en dire plus. Très gentille. Ouais. Mais vous dites que vous faites une espèce d'amalgame entre toutes ces tatas et votre arrière-grand-mère. Donc vous voyez un peu quel profil de femme c'était, en fait. En fait, j'imagine que toutes ces femmes âgées n'étaient pas les mêmes, mais en tout cas, voilà, moi je peux vous parler du profil de femme de mon arrière-grand-mère. Après Tata Alice, c'était... en tout cas, j'imagine que c'était des femmes précieuses pour les familles, parce que c'était les dernières de leur génération. C'était des femmes qui avaient été détenteurs de l'histoire de leur famille, en fait, puisqu'elles avaient vécu en Algérie, et donc et des femmes qui cuisinaient, qui avaient ramené la culture ici. Mon arrière-grand-mère, elle était comme ça, c'était une figure. On y tenait, elle était précieuse, elle avait toute sa tête, elle avait du caractère. Je sais pas comment était Alice, vraiment.
Je peux pas transposer parce que j'imagine qu'elle n'avait pas autant de caractère que mon arrière-grand-mère qui était quand même assez tonique, mais qui pour le coup elle était une petite maigre, sourde et aveugle, mais elle traversait Paris pour venir s'occuper de nous quand on était petits, donc elle avait quand même... Mais à l'inverse, que j'imagine, enfin voilà, le souvenir que j'ai gardé, c'était plutôt une dame plus charnue, plus posée, voilà, puis c'était des... Oui, j'imagine que pour sa famille, elle représentait la même chose. Elle était veuve depuis longtemps. J'ai l'impression que son mari est mort au retour d'Algérie quasiment. Ouais, ça c'est possible. Mais encore une fois, je peux pas vous le dire. Vous savez à peu près si elle avait un métier, si elle avait travaillé, quel était un peu le genre de vie qu'elle avait? Non, je sais pas. Après, toutes ces femmes, souvent elles n'ont pas travaillé. Elles avaient un mari qui travaillait et après, elles travaillaient pas en Algérie, mais souvent c'était des maîtresses de maison, vivaient dans les mêmes immeubles, etc. Une fois qu'elles sont venues ici, elles ont toutes vécu ensemble en fait. Elles se voyaient les après-midi, elles discutaient, parlaient du passé, de leurs petits-enfants, de leurs enfants. Voilà, en tout cas, elle était comme ça, mon arrière-grand-mère, cuisinait. Elles étaient juives d'Algérie, donc après les années rythmées par les fêtes traditionnelles. Voilà, et puis après il y avait toute la culture culinaire. Qu'est-ce qu'on mangeait chez ces tatas? Elles avaient toujours dans des petites boîtes en fer des petits gâteaux, genre des petits sablés avec des amandes, qu'on pouvait trouver, qu'elles avaient même préparé pour le week-end quand on allait venir les voir. Donc quand on arrivait, c'était bien rempli, etc. Il y avait toujours... et puis après, il y avait les fêtes, on mangeait le couscous, et puis les plats traditionnels pour les fêtes. Par exemple, il y a des fêtes où on mange des œufs au pois chiche. Quand on dit ça aux gens, les gens ils trouvent ça que c'est très bizarre. Oui, alors mon arrière-grand-mère, par exemple, elle nous gardait l'été en vacances de temps en temps. Elle nous faisait des chips aux œufs. Nous, on adorait, avec mon frère, on adorait. Non, c'était des... Oui, ça me rend nostalgique parce que c'est des souvenirs d'enfance, ouais. Alors votre arrière-grand-mère, vous dites qu'elle habitait à côté de chez Alice, pas très loin? Oui, dans le 17e, ouais. Pas très loin, quoi. Après, je pense que physiquement, elles étaient diminuées. Après, je sais que mon arrière-grand-mère, elle se déplaçait quand même et elle faisait des trajets qu'elle connaissait. Je pense qu'elle se voyait pas beaucoup physiquement, en fait. Je sais qu'elle s'appelait et qu'elle passait des heures au téléphone pour faire un petit point hebdomadaire. Et puis sûrement évoquer le passé. Voilà. Mais je pense que physiquement, elles avaient en tout cas à cette époque, elles se voyaient plus, quoi. L'ambiance qu'il y avait, c'était une nostalgie autour d'un paradis perdu en fait en Algérie. Moi, c'est ça que j'ai perçu en fait de cette communauté qui s'est retrouvée ici et qui a essayé de faire perdurer ce qu'ils avaient vécu en Algérie avec les difficultés et une ambiance qui est complètement différente. Et puis voilà, c'est l'histoire d'une migration, de se reconstruire ailleurs. Ils ont quitté quelque chose. Ils se sont rassemblés ici en vivant dans les mêmes quartiers, etc. Donc il y avait un certain communautarisme, peu rencontré de personnes nouvelles. Et donc ils ont continué à essayer de prolonger ce qu'ils avaient vécu là-bas dans un environnement qui n'était pas du tout le même. Qu'est-ce qu'elles vous ont transmis, ces femmes? Parce que vous étiez toute petite, vous baigniez dans cette ambiance, vous alliez les voir souvent, j'imagine. Votre arrière-grand-mère venait vous garder. Donc j'imagine qu'elle vous a transmis des choses.
Je saurais pas dire. Après, tout à l'heure, vous me demandiez ce qu'elle faisait comme travail. Elle n'avait pas de travail, je pense, vraiment de travail rémunéré. Mais pour autant, pour moi, c'était des fortes femmes. Enfin, c'était des piliers. Et puis, en fait, ce qu'elles avaient, c'est que il y avait un côté sage, détenteur d'une histoire. Voilà, moi, c'est vrai que je me dis à l'époque, j'étais petite, mais pour autant, j'adorais aller chez mon arrière-grand-mère. Hein, parce qu'elle allait me raconter des histoires, parce qu'elle allait chanter, parce que il y avait effectivement une chaleur. Elle nous donnait toujours des surnoms chaleureux. Voilà, mon frère, c'était le roi. Moi j'étais la Choupetta, enfin voilà, il y avait Choupetta. Ouais. Non mais il y avait il y avait une chaleur effectivement, et même si elle était très âgée, que quand on est petit on peut être impressionné par le physique des gens âgés, elle m'impressionnait pas. J'adorais sa tête, son visage fripé, etc. Enfin voilà. Et après, elle avait un rôle assez fondateur dans la famille. Enfin, par elle passaient les nouvelles du cousin, de l'oncle. Enfin voilà, du coup, c'était un réceptacle d'informations incroyable. Et c'était elle que les gens venaient voir. Elle permettait d'unir la famille. Vous décrivez une personne très touchante. Oui. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je la vois, mais parce qu'après, toutes ces dames âgées, c'était des femmes touchantes. Enfin, parce qu'en fait, on a tendance à mettre les gens âgés dans des catégories. Ils sont plus. En fait, c'est comme s'ils n'étaient plus des personnes. C'est des gens âgés. Voilà, ils sont fripés. Mais en fait, souvent, c'est des gens qui ont un passé. C'est très difficile de percevoir chez ces gens une vie antérieure, en fait. Pourquoi vous pleurez, Marion ? Déjà, je vous vois avec les larmes aux yeux aussi, alors ça me fait pleurer. Parce que parce que je trouve que c'est des gens qui... Enfin, voilà, c'est pour moi, les personnes âgées, c'est des personnes fragiles et en même temps un peu incomprises, quoi. Enfin... Ouais, c'est peut-être pour ça qu'elle a été tuée aussi, parce que c'est des gens invisibles. Ouais, le terme d'invisibilité, c'est exactement ça. C'est qu'on n'y voit plus des personnes. C'est comme si ça n'existait pas, c'est comme si ça n'avait aucune importance, en fait. Mercredi, Alice Benaïm, 84 ans, est retrouvée morte au 15 rue Marc Seguin. 4 vieilles dames assassinées cette semaine, 7 depuis un mois, dont 5 dans le 18e arrondissement. De quoi faire froid dans le dos à la population. Peut-être qu'il a voulu la faire parler, je sais pas. C'est un déchaînement de violence et un processus qu'on a du mal à imaginer, mais quand on voit une femme fragile... Je sais pas comment il peut déployer une haine et de la violence chez quelqu'un comme ça, en fait, mais ils ont trouvé l'énergie pour faire ça, je sais pas, une motivation de l'argent. C'était pas très grosses sommes finalement, mais peut-être suffisant pour se fournir ce dont il avait besoin, drogue ou je sais pas quoi, je sais pas. Est-ce qu'elle était riche, Alice ? Elle était riche de sa vie, mais elle était riche après, voilà. Elle n'avait pas une richesse chez elle, en fait. C'était des gens qui vivaient simplement, hein, enfin, voilà. C'est des gens qui avaient une richesse en Algérie, qui ont tout laissé là-bas. Quand ils sont arrivés là, ils n'avaient rien, ils ont reconstruit leur vie ici, et ils ont reconstruit leur vie, ils avaient peut-être 50, 60 ans. Pour certains, ils sont repartis de rien. Elle n'avait pas grand-chose, enfin voilà. Après, elle avait pas de bijoux, il n'y avait pas de bijoux de famille, pas d'argent, pas de... Enfin voilà, à l'époque, il n'y avait pas tout le matériel technologique qu'on a, voilà. Alors, j'ai vu l'immeuble, je vois où était l'appartement. C'est un quartier modeste aujourd'hui, je pense que ça l'était encore plus à l'époque. L'appartement n'a pas l'air immense. On voit qu'elle n'avait pas un immense train de vie.
Donc c'est pour ça que le meurtre est encore plus incompréhensible. Bah après, c'est attaquer des faibles, enfin, c'est des proies faciles. Voilà, après, je sais pas si c'était sa pratique ou pas, mais souvent les gens âgés à l'époque allaient chercher du liquide une fois par semaine pour leurs dépenses hebdomadaires et ils espéraient trouver juste ça, un petit pactole. On sait finalement les motivations, c'est pas un peu d'argent sûrement et un peu de sadisme. Je pense que la mère de Mathurin vivait rue Pajol, juste à côté. Ce qui expliquerait leur présence dans le quartier. Ouais. Après, c'est peut-être des dames qu'ils ont vues dans les rues passer. Je sais pas. Moi, j'aime pas trop ce genre d'histoire. Donc, j'ai pas fouillé. Ça me terrifie, quoi. Enfin, je sais pas, ça me fascine pas, j'ai envie de mettre ça loin de moi, en fait, voilà. Et voyez, moi, quand je vois la photo de Thierry Paulin, déjà, j'ai peur, quoi. Enfin, ça me fait froid dans le dos, j'ai pas envie d'en savoir plus, quoi. C'est la folie humaine, en fait, je sais pas, la folie humaine peut m'intéresser et me fasciner, mais pas quand il y a agressivité contre l'autre, en fait. Pas quand il y a mise en danger de l'autre. Qu'est-ce que vous êtes devenu aujourd'hui ? C'est-à-dire ? Je ne sais de vous que le fait que vous fassiez de la planche à voile. Ah oui. Et pas très bien. Et pas très bien, apparemment. De façon dangereuse pour moi-même. Qu'est-ce que vous faites comme travail ? Médecin. Ah, vous êtes médecin ? Ouais. Dans quelle spécialité ? Gastro-entérologue. D'accord. Et là, je suis en arrêt, d'où ma disponibilité. Pourquoi vous avez choisi ce métier ? Médecin, je savais que je voulais devenir médecin et après je suis issue d'une famille de médecins, donc peut-être qu'être médecin, ça m'a paru évident de ce fait, je sais pas. Je sais pas, c'est un métier que j'aime bien. Vraiment. Je me demandais qui vous avait transmis ce goût du soin, parce que votre famille était une famille de médecins, mais aussi, j'en reviens à votre arrière-grand-mère, en fait, j'ai l'impression que c'était un peu la mission de ces femmes, en fait, de soigner leur entourage. Ouais, c'est vrai. Peut-être que je vais trop loin. Oui, peut-être que vous avez loin, j'en sais rien. Après, c'est pour moi, mon arrière-grand-mère, c'est une figure forte. Et vous êtes forte ? Non. Non, mais si, oui, j'espère. En tout cas, c'était des... Il y avait une espèce de bienveillance et effectivement, il y avait du soin et elles apportaient beaucoup de soins. Et nous, elle s'est beaucoup occupée de nous, malgré son âge, etc. Il y avait beaucoup l'idée de faire plaisir, en fait. Enfin, énormément ce plaisir à faire plaisir, effectivement. Comment elle s'appelait votre arrière-grand-mère ? Marthe. La mienne aussi. C'est vrai ? Arrière-grand-mère ? Oui. C'est le deuxième prénom de ma fille, du coup. Vous qui êtes médecin, c'est quoi la vie pour vous ? La vie. Compliqué comme question. Ça vous tétanise. C'est quoi cette question ? Vous la sortez d'où ? Je sais pas. Non, je vais dire quelque chose qu'a dit une amie de ma grand-mère, et pas mon arrière-grand-mère, la fille de mon arrière-grand-mère quand elle est morte âgée. Parce que finalement, dans ma famille, les femmes meurent âgées. Et qu'elle était à ses côtés, que c'était donc son amie.
Elle était là quasiment le jour de sa mort et moi aussi. Elle est venue et elle a dit la vie c'est long et court en même temps. Elle venait d'Algérie aussi. Et je trouvais que c'était un très beau résumé. Enfin voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. Quand je vous pose une question un peu grave comme ça, vous allez puiser dans ces tatas. Parce que c'est vrai que ça m'avait marqué, parce que c'était une dame âgée qui disait ça. Et voilà, et c'est vrai qu'elle faisait le constat qu'il s'était passé énormément de choses dans leur vie, qu'elles avaient vécu. C'est ce qu'on disait sur ces dames âgées, en fait, qu'on vécu énormément de choses. Et en fait, c'est vrai qu'on les relègue dans le fossé, alors qu'en fait, elles détiennent des choses très précieuses. En fait, c'est des femmes qui avaient leur vie tournée vers leur famille et qui n'avaient pas de rancœur de rien, qui réclamaient pas de travailler qui n'étaient pas dans le sentiment d'injustice et de revendication du rôle de la femme. Je pense que c'est des femmes qui ont eu des vies tristes et heureuses en même temps, qui ont compris les choses comme elles venaient et avec une certaine philosophie, quoi. Et vous, votre vie, elle est tournée vers quoi ? Mon travail, ma famille. Mais mon travail prend beaucoup de place. Le travail, alors ça c'est une différence entre votre génération et celle des tatas. C'est que vous avez un travail qui vous accapare un peu. Oui. Votre travail, c'est vous. Ouais, mon travail, c'est moi. Après, c'est un travail où... moi, je trouve que c'est un travail où on donne beaucoup. Et parfois, ce qu'on donne aux patients, c'est un peu au détriment de ce qu'on donne à sa famille. Si j'ai un de mes enfants qui est malade un matin, ça me paraît inenvisageable de garder mon enfant et de ne pas aller travailler, en fait. Et ce choix-là, quand je me rends compte de ça, je me dis je ne peux pas abandonner mon poste de médecin, en fait. Une responsabilité énorme. La responsabilité, etc. Et donc je vais trouver des solutions X ou Y pour que je puisse aller travailler et qu'il y ait quelqu'un pour les garder. Et du coup, c'est pas moi. Donc oui, c'est sûr que c'est des vies très différentes, en fait. Je pense que ces femmes-là, elles ont donné énormément à leur entourage proche. Elles étaient aimées, on le leur rendait, quoi. Voilà. Votre arrière-grand-mère, qu'est-ce qu'elle est devenue après le meurtre ? Est-ce qu'elle a vécu longtemps ? Elle est morte dans son lit, en 97, donc longtemps après. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Je vais aller chercher ma fille au collège d'Alger. J'ai quelque chose à vous dire. Hier, je raconte qu'on a ce rendez-vous et en fait, elle me dit... À votre fille ? Ma fille, elle a 12 ans, elle est au collège. Elle me dit « Cerno, l'anti-enquête, c'est génial !» Et là, je lui dis « Mais comment tu connais ça ?» Et en fait, l'année dernière, au collège, ils ont fait un atelier avec la dame du CDI sur les podcasts. Et quand ils leur ont présenté les podcasts, ils leur ont dit « Le meilleur podcast !» c'est ça, et ils leur ont, c'est Cerno l'anti-enquête, et ils leur ont fait écouter. Ah d'accord. Voilà, je voulais vous le dire. Je suis flatté. Je comprends, il y a de quoi, et ils leur ont dit vraiment c'est le super podcast, c'était l'année dernière, en plus elle me l'avait pas dit, parce qu'elle ne voyait pas l'intérêt de me raconter ce genre de choses. Parce qu'elle n'a pas fait le lien avec l'affaire, votre fille ? Non, parce qu'elle n'allait pas au courant. Ah, vous ne l'avez pas dit ? Bah non. Et elle vous a pas demandé pourquoi ? Si, elle m'a demandé pourquoi, etc. Donc c'était l'occasion. Elle me dit, mais si moi, aujourd'hui, on me racontait ça, je serais terrorisée. Elle serait terrorisée... si elle apprenait le meurtre. Si elle apprenait la mort d'une arrière-grand-mère, par alliance, quelqu'un de sa famille, etc. Bon, merci beaucoup, Marion. Ouais, merci aussi. Je suis ravi de vous avoir rencontré. De même. Je quitte le café populaire
Et je voudrais vous dire que cette deuxième saison est presque terminée. Mais rassurez-vous, le podcast devrait durer encore très longtemps, notamment grâce aux abonnés au Patreon, que je remercie une fois de plus, et qui me permettent de vivre de mon travail maintenant. Sinon, la semaine prochaine, je vous emmène à Marseille. Ce sera ma petite surprise de fin de saison et de fin d'année aussi. Je vous souhaite un joyeux Noël. Rendez-vous dimanche prochain. Et d'ici là, ne laissez pas traîner vos grands-mères. Ne laissez pas traîner vos grands-mères.